point de presse du porte-parole du Grand Dialogue National. Vous avez suivi sur Equinox ces jeunes sortis de la brousse au moment où le dialogue est en cours. Ils sont venus témoigner leur volonté de déposer les armes, mais également interpeller et attirer l'attention du président de la République du Cameroun sur la nécessité de pouvoir procéder à une amnistie générale afin de permettre à ces jeunes de sortir de la forêt, de déposer les armes, de décrisper l'atmosphère dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des jeunes qui ont suivi les premiers jours du Grand Dialogue National, qui ont tenu à déposer les armes, à faire le déplacement de Yaoundé afin de témoigner de leur volonté pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est cela qui est au cœur des échanges ici, dans les différentes commissions qui ont été créées par le Premier ministre, coordonnateur du Grand Dialogue National, pour commenter ce témoignage édifiant des jeunes ex-combattants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je suis ici sur ce plateau spécial avec l'ancien bâtonnier maître Charles Tongan. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Bâtonnier, bonjour. Bonjour, monsieur Le Fellet. Vous regardez juste en face de vous. Quand vous suivez ces jeunes qui, en plein Grand Dialogue National, décident de déposer les armes et d'attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité de procéder à une amnistie. L'histoire est en marche. On met en place une commission vérité, justice et réconciliation et que le président, dans un élan d'apaisement, comme il a dit dans le cadre de son pardon, n'est-ce pas, prenne des mesures d'apaisement, notamment la loi d'amnistie. Je vois qu'on est en phase avec ces combattants et ces généraux Amba Boys, et je pense que si les conclusions que notre commission a proposées sont transformées en résolution demain, n'est-ce pas, je crois que cette dynamique ne pourra que se développer. Et il faut saluer ces jeunes Camerounais qui ont choisi, n'est-ce pas, le camp de la paix contre celui de la guerre. Quel est l'enjeu de de la promulgation et l'adoption d'une loi d'amnistie générale et la mise en place d'une commission justice, vérité, réconciliation? Ce sera la preuve que le président de la République a pris l'ampleur exacte du mal. Nous avons, depuis 3 ans, beaucoup de mesurettes ont été prises dans les différents départements. Nous avons constaté que ces mesurettes n'ont pas pu régler la question de la paix. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce dialogue. Il faut qu'au sortir de ce dialogue, il y ait un signal extrêmement puissant vis-à-vis, n'est-ce pas, de nos frères qui sont dans les forêts, dans les brousses, qui sont exilés, qui au Nigeria et qui dans les pays occidentaux, ou de ces réfugiés qui, fuyant les violences, ont quitté le pays. Il faut que l'État du Cameroun, exprimant, n'est-ce pas, son autorité sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble de ses citoyens, prenne cette mesure d'amnistie pour rassurer et faire en sorte que tous ceux qui ont quitté le territoire national se retrouvent au Cameroun pour une reconstruction, pour que, n'est-ce pas, nous puissions vivre, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle souvent le vivre ensemble, sans pour autant, n'est-ce pas, donner les moyens pour cela. Bâtonnier Charles Tongan, vous participez aux travaux en commission dans le cadre de la justice, mais vous avez une vue globale sur les discussions qui sont en cours ici depuis plusieurs jours. Quel est votre regard sur l'évolution des travaux en commission ici au Palais des Congrès où se déroule le Grand Dialogue National? Écoutez, au départ, c'était extrêmement difficile. Parce qu'il y avait 2 camps. Il y avait le camp des conservateurs, ceux-là même qui sont la cause des difficultés que connaît notre pays, et le camp des gens qui ont été invités comme moi pour essayer de proposer des choses assez importantes, innovantes. Et ça a duré pratiquement une demi-journée. Et puis après, il y a eu une tendance forte, n'est-ce pas, vers un consensus sur le fait qu'on ne peut pas passer le temps à faire l'évaluation des mesures qui ont échoué, alors qu'on nous a demandé de venir ici pour faire des propositions audacieuses afin que la paix revienne. Parce que le mandat que nous avons reçu du président de la République, c'est de travailler à l'érection des mesures qui vont concourir, n'est-ce pas, au retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest principalement, et de regarder ce que nous pouvons faire pour les autres régions. Et je pense que la tendance forte aujourd'hui est qu'il faut de nouvelles mesures, des mesures innovantes, des mesures parfois spectaculaires, comme, n'est-ce pas, cette loi d'amnistie que j'ai proposée, ou comme cette commission vérité, justice et réconciliation, pour que, n'est-ce pas, ceux-là qui se méfient, c'est normal lorsque vous avez pris les armes contre votre propre pays, ils se méfient, ils se demandent de quoi seront-ils faits s'ils reviennent dans le droit chemin. Je pense que le discours que nous tenons depuis le début de ce dialogue a démontré que dans le cadre des commissions, il y a des patriotes qui ne travaillent que pour l'intérêt général afin de convaincre nos compatriotes de rejoindre la mère patrie.
Merci bâtonnier Charles Tchungan pour votre contribution dans le cadre de ce grand dialogue national. Nous allons prendre également d'autres réactions ici sur ce plateau spécial consacré au grand dialogue national sur Equinox Télévision où nous sommes en direct. Et avec nous, Hilaire Zipan du mouvement progressiste participant à la commission de décentralisation. D'abord, réaction sur la présence de l'honorable Jean-Jacques Ekindi qui avait annoncé son départ du grand dialogue national et qui a été aperçu aujourd'hui dans le hall du palais des congrès de Yaoundé. Comment expliquer son retour ici? D'abord, le président Jean-Jacques Ekindi a été à la commission de la reconstruction. Il était parmi l'un des vice-présidents. Et au moment où on a démarré les travaux hier, il s'est senti en difficulté. Ses idées n'arrivaient pas à passer parce que c'était un dialogue. Ça semblait pour lui être un monologue. Il a donc préféré poser un acte de bravoure, comme on le code très stratège, claquer la porte et il s'est donc retrouvé à Douala. Et dès lors que le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris cette nouvelle, il est rentré en contact avec moi et à partir de la présidente de la République, on l'a fait revenir ce matin. Il vient d'être reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a donc rassuré de toute la dimension de cet événement et il a donc repris sa place en tant que vice-président à cette commission de reconstruction. Donc le président Jean-Jacques Ekindi est bel et bien là parce que c'est un événement historique. Quelles sont les garanties qu'il a obtenues que ces propositions qui sont formulées par l'honorable Jean-Jacques Ekindi seront prises en compte dans le cadre de ce grand dialogue national? D'abord, la première des choses, le président de la République a rappelé, le Premier ministre le lui a rappelé, que le dialogue national n'est pas une instance de constitution, c'est une instance de proposition qui permettra en ce que les Camerounais puissent avoir des solutions nouvelles aux problèmes qui s'opposent au Cameroun tout entier et principalement dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Et je profite de l'occasion donc pour parler de ma commission qui est donc la plus sensible, la plus névralgique et la plus attendue, la commission de la décentralisation et du développement local. Vous savez bien que cette commission va faire le bilan, le résumé de 23 ans de non-application d'une loi que l'on veut à tout prix nous faire expérimenter. Les forces conservatrices qui veulent nous présenter ce projet jacobin n'arriveront pas à le faire passer. D'ailleurs, je pense que nous avons réussi déjà à le faire reculer et je peux annoncer ici en Mondiovision que le poste de délégué du gouvernement est supprimé dans sa phase de nomination. Le deuxième élément que nous sommes en train d'obtenir, bien entendu avec Armombala, est une diaspora extrêmement intelligente qui est venue des États-Unis, qui nous apporte un coup extraordinaire. C'est qu'au-delà du fait que les fédéralistes que nous sommes, les cabrillistes, nous avons donc trouvé une disposition légale qui permet au président de la République d'avoir un statut particulier pour l'ensemble des collectivités. C'est les dispositions de l'article 62 de la Constitution qui permet au président de la République de faire des collectivités décentralisées, des régions spécialistes. Donc on va mettre le contenu pour que l'on puisse apaiser nos frères anglophones et du Nord-Ouest. Et comme le pays est tout entier, c'est un et indivisible, donc toutes les collectivités vont devoir bénéficier et je pense que c'est un avantage déjà. Alors Hilaire Zipan, il faut préciser que vous parlez des propositions de suppression des postes de délégués du gouvernement dans le cadre d'une régionalisation. Oui, bien entendu, ils ne seront plus nommés, on aura un maire de la ville qui va être élu et je pense que là ce serait une avancée. Ça veut dire que à la tête de la mairie, il y aura les maires d'arrondissement et à la tête de la ville, il y aura le grand maire qui va être élu, qui est donc issu du conseil, comme est prévu dans tous les pays du monde. Autre chose majeure, l'autonomie de la caisse permettra en ce que, à partir de maintenant, le FECOM, il faut bien le retenir, ne sera plus dirigé par un fonctionnaire. Le président de conception du FECOM, le mouvement progressiste l'a obtenu, sera donc le président de l'association des maires qui donc dans le conseil d'administration va donc faire l'appel à candidature pour un poste de directeur général du FECOM qui lui va trouver les fonds pour développer les mairies. Vous voyez qu'à partir de là, on peut lever des fonds pour une ville comme Douala de 2 000 à 3 000 milliards avec toute l'expérience que nous connaissons au mouvement progressiste. Et donc vous savez bien, dont j'ai fait combat depuis 10 ans, je pense qu'il y a une avancée. Il y a une fenêtre de tir, ce ne serait pas tout à fait ce qu'on aurait souhaité, mais ce serait une grande avancée. Et je rappelle, le dialogue national n'est pas un instrument de la Constitution, c'est des idées nouvelles qui vont être en application dans les nouvelles dispositions en tenant compte que s'il y a des modifications de la Constitution, on acceptera. Vraisemblablement, il va sans dire que toutes ces mesures qui vont être urgentes, annoncées, ne pourront pas rentrer dans un cadre régalien à l'heure actuelle en l'état des choses pour ce qui est par exemple de l'Assemblée nationale. Donc vraisemblablement, nous allons tout droit vers un gouvernement d'union nationale qui sera issu du dialogue national au regard des compétences et tant pis pour ceux qui pensent qu'ils vont être des forces conservatrices auprès du président de la République. Vous l'avez suivi, Hilaire Zipan du mouvement progressiste sur les propositions qui ont été formulées dans le cadre de la commission décentralisation ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Merci Hilaire Zipan pour
pour ces informations concernant les propositions faites jusqu'ici. Nous allons continuer à prendre d'autres réactions des participants au grand dialogue national avec celle d'un expert des questions de décentralisation. Je vous en prie. Monsieur Komchwente, vous participez également à cette commission névralgique concernant la décentralisation, concernant les discussions en cours avec plusieurs camps qui s'opposent depuis 2 jours. Quel est votre regard sur les travaux en commission? Merci Cédric. Je peux vous rassurer qu'au sein de cette commission, décentralisation et développement local, les débats sont houleux, mais alors conviviaux, puisqu'on arrive toujours à s'entendre et à convaincre les uns et les autres. Mais nous arrivons à des points de convergence. Et le premier point de convergence où tout le monde a l'unanimité, c'est qu'il faut accorder plus d'autonomie aux collectivités territoriales décentralisées. Il faut donc, dans ce sens, amoindrir la tutelle sur les collectivités locales. Que la tutelle reste cadrée sur le respect de la loi et sur le contrôle de l'intérêt général. Le deuxième point de convergence, c'est que ce débat, ce dialogue a été convoqué pour trouver des solutions aux problèmes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Par rapport à cette spécificité, on est presque unanime qu'il faudrait un régime spécial pour toutes ces régions. D'autant plus que l'article 62, alinéa 2 de la Constitution, autorise un régime particulier. Quel est l'enjeu de la mise en place d'un régime spécial pour les collectivités territoriales décentralisées? Alors vous savez qu'en ce moment, le régime spécial ne voudrait pas qu'on rentre dans le choix des élus, la forme du choix des élus. Ce n'est pas le régime spécial au même titre que les communautés urbaines, où vous avez à la tête des délégués du gouvernement qui sont nommés. Là, on est presque unanime qu'il ne faut plus de délégués du gouvernement nommés. Et que dans le cadre de la décentralisation, les gestionnaires de collectivités locales doivent émaner d'un suffrage universel. Voilà de quoi il s'agit. Par contre, on sait tous, on est conscient que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été confrontées à des difficultés particulières. Le régime spécial permettrait peut-être qu'on leur alloue plus de moyens pour la reconstruction, la réhabilitation, plus de moyens pour l'emploi et l'entrepreneuriat local et plus de moyens pour plus de réalisation en termes d'infrastructures dans leur localité. On pense qu'à travers ce régime spécial, on pourrait amener donc les jeunes à avoir de l'emploi. On pourrait donc permettre aux populations locales d'accéder aux services essentiels de base, l'eau, l'électricité, l'assainissement, la propreté, qui fait que les gens se sentent un peu marginalisés. Alors vous avez suivi plusieurs exécutifs municipaux, notamment les maires, se plaindre de la confiscation de la décentralisation par des fonctionnaires au sommet de l'État. Comment faut-il démêler les chevaux pour permettre à ce que cette décentralisation soit effective et qu'elle puisse répondre aux préoccupations des populations? Alors ces fonctionnaires et ces hauts fonctionnaires ont tort de se comporter de la sorte. Parce qu'en le faisant, je peux dire qu'ils sont les principaux opposants au président de la République. C'est le président de la République qui veut la décentralisation. Si vous êtes fonctionnaire, ministre ou à n'importe quel poste de la République, nommé par lui, vous avez intérêt à œuvrer pour que cette décentralisation se mette en place pour le bien-être des populations. Donc je pense que l'apaisement passe par là. Merci pour ces précisions. Nous allons prendre d'autres réactions ici au Palais des Congrès de Yaoundé, où il y a d'autres experts qui contribuent aux propositions dans le cadre des travaux en commission, notamment la décentralisation qui cristallise l'intérêt de toutes les opinions ici au Palais des Congrès. Nous sommes avec un membre éminent du comité central du RDPC, expert en aménagement du territoire. Quel est aujourd'hui le point sur 2 jours de discussion dans le cadre de la commission de décentralisation? D'abord, je peux dire, Cédric, prenez votre mal en patience. Je crois, après les discussions d'hier, aujourd'hui, la commission s'est mise au travail
Et je peux vous rassurer, les choses avancent très bien. Je crois que nous sommes en train de trouver un consensus. On va préparer, le bureau de notre commission va préparer le rapport que nous allons approuver tout à l'heure. Et je crois que d'ici demain, vous aurez les principales conclusions de notre commission. Il est question d'améliorer la gouvernance locale au Cameroun, au niveau des régions, au niveau des communes. C'est ce que nous sommes en train de faire, et de voir donc ce problème de renforcer les pouvoirs des collectivités décentralisées, parce qu'elles doivent avoir une totale autonomie, je peux vous le dire, et puis le transfert de compétences, les moyens nécessaires et tout. Je crois qu'on est en train de faire un travail de fond, parce que le budget national devrait se bâtir à partir des besoins de la base, donc des 360 communes et de nos 10 régions. Et nous sommes en train d'aller dans ce sens. Bien sûr que l'État va continuer à jouer son rôle régalien, à assurer l'orientation générale de la politique du pays, mais aussi d'assurer ce qu'on appelle la péréquation. La péréquation financière n'est autre chose que l'État doit apporter le soutien nécessaire aux communes et aux régions qui ont moins de moyens pour que le développement se fasse d'une manière harmonieuse sur l'ensemble du territoire camerounais. Voilà, je peux résumer en quelques mots ce que nous entendons par décentralisation, mais une décentralisation très poussée. Jacques Bimaille, il y a des jeunes qui sont sortis de la brousse dans le cadre de ce grand dialogue national, qui se sont exprimés cet après-midi au Palais des Congrès de Yaoundé, estimant qu'ils ont suivi le début des travaux. Cela leur a donné l'espoir de sortir de la brousse, de déposer les armes, et ils ont insisté sur le fait que le chef de l'État doit prendre ses responsabilités pour prononcer une amnistie générale afin de décrisper l'atmosphère dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Que pensez-vous de cet appel des jeunes ex-combattants des groupes armés dans les régions anglophones? D'abord, je suis très content que nos jeunes compatriotes aient eu cette attitude. Mais n'oublions pas, je pense à ce que le chef de l'État lui-même a dit à travers les tweets. Il a dit, il faut que les Camerounais se pardonnent. Et il a dit, on ne peut pas bâtir l'avenir en restant sur le passé. Donc, je suis que le chef de famille, le chef de la famille camerounaise, le chef de l'État, il est là. C'est pour cela, je suis tout à fait d'accord que pour la réconciliation de ce pays, qu'il puisse avoir la possibilité d'avoir un pardon qui devait être général. Donc je dis, la demande de ces jeunes combattants qui ont retrouvé le chemin de la raison, du patriotisme, c'est quelque chose de formidable. Le chef de l'État, je sais, il suit attentivement ce qui se passe ici et ce qui se dit. Et je suis convaincu que nous allons retrouver la paix. Et pour cette paix, nous avons besoin d'une famille réconciliée avec elle-même, avec tous ses enfants. Et c'est pour ça que je dis, c'est une bonne approche. Merci Jacques Bimaille. Je précise que vous êtes membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, participant à la commission de décentralisation ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Merci d'avoir réagi sur le plateau spécial d'Equinox. Nous allons prendre également d'autres réactions, parmi lesquelles celle de M. Ngala Gérald, qui est l'un des participants ici. Vous êtes dans quelle commission et quelle a été votre contribution jusqu'ici? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je suis dans la commission, je suis vice-président de la commission des DDR, des amendes d'immobilisation et réintégration. Et depuis hier, on a fait les délibérations et on a créé 3 sous-commissions qui ont commencé à fonctionner ce matin. Et dans tout venir intégrer dans la société. Alors, quelles sont les principales propositions qui sont faites jusqu'ici?
Les principales propositions sont faites par rapport aux informations que les enfants qui ont déjà déposé les armes nous ont données. Le temps qu'ils ont passé dans le camp de santé des DDR sont énormes. Donc on a été regarder pour voir qu'ils ne passent pas beaucoup de temps dans ces centres. On a été regarder les conditions pour faire qu'ils quittent les brousses et on a été regarder comment et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils passent 7 ans dans le centre des armements. Donc on a été regarder ceux qui veulent aller à l'école, on doit aller chercher des écoles. Ceux qui veulent apprendre le travail, on doit les envoyer dans les centres de formation. Ceux qui veulent faire peut-être les petits commerces, on doit les assister. Parce que nous savons que beaucoup de nos frères qui sont en brousse veulent déjà quitter. Mais ils ne connaissent pas en quelles conditions. On va les accueillir. Donc nous voulons proposer à notre hiérarchie de donner les conditions favorables pour que ces enfants qui sont déjà déposés des armes démontrent à leurs confrères qui sont en brousse que les conditions sont favorables et c'est mieux de venir hors de rester en brousse. Quel message en anglais vous pouvez leur adresser où vous êtes en direct sur Equinox au moment où ce grand dialogue national se tient? Quel message adresser à ces jeunes qui ont pris les armes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Yeah, thank you very much. You know, all the youth know that I've been against the youth picking up arms. I've been against the killing of the youth. I've been advocating for that because I don't like bloodshed. That is why you see I try to maintain a level of peace in my area. And I want that peace should go to other areas because I don't want to see my brothers being killed. That is why I was sent as the vice president of the disarmament committee, a commission, where we sat down yesterday, created 3 disarmament commission, the demobilization commission and the reintegration commission to look at ways which those boys can live from the bushes, the time frame that they have to spend at the DRS centers, because one thing which they don't like is spending too much time at those centers. So we want to create a specific time frame for them to leave the bush, to spend at the DRS center and then get into society. And what do I mean by this? We want them to, once at the DRS center, those who want to get jobs for them. Those who want to go to school, we assess them and get them to school, look for schools for them. And those who want to do a petty trade, we assist them to start a petty trade. And for those who want to do training, we send them to vocational centers. So we have been talking about this so that we bring all these proposals and forward to our hierarchy. Because the boys told us that once the conditions are favorable, their friends who are in the bushes are ready to come out because they want to see what has been done to them. That is why we have to show an example to those who have left the bush already and are in the area centers. I've told my president that we don't have to keep them there for long. We have to make sure that they are given something or they do something. And the other thing we have to make sure is that most of them have caused a lot of atrocities in their communities. How do we create that relationship between them and their communities such that if they want to go back into their communities, they don't face any impunity from those in those communities? Those are the things that we are trying to look at. And I want to plead with my brothers who are still in the bushes that the conditions are favorable. And this dialogue is frank. You have persons from all walks of life, from all political parties, civil societies who are there to bring up proposals. So the way the dialogue is going, I'm very optimistic, and I know that the President of the Republic, who is the father of the nation, is ready to solve the problem. He is ready to bring the conditions to normal, and we want peace to return to Northwest and Southwest. Merci pour cette précision. Vous êtes vice-président de la commission désarmement et réintégration des ex-combattants des groupes armés dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. J'aimerais également prendre la réaction de Serge Espoir Matomba, qui est l'un des candidats à la dernière élection présidentielle, qui est dans la commission éducation, une commission aussi importante dans le cadre de ce grand dialogue national. Serge Espoir Matomba, où en êtes-vous avec les discussions dans le cadre de votre commission? Il faut dire que nous sommes encore à la phase, je dirais, des constatations, parce que nous avons dans notre commission certaines personnes qui sont essentiellement des conservateurs. Ils estiment que le système qui est en place marche, n'a pas de problème, et il faut tout simplement ajouter, si vous voulez, quelques mots pour l'embellir. Mais alors nous estimons que ce système crée un problème parce que le produit que nous avons aujourd'hui, le Camerounais que nous avons aujourd'hui est en réalité le résultat de ce système. Parce que qu'on le veuille ou pas, on va dire que le Cameroun va mal dans
tous, n'est-ce pas, ces compartiments. Mais alors, s'il va mal, c'est parce que nous avons échoué dans notre système éducatif. Et il faut rectifier le tir. S'il y a cette crise aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est parce que notre système éducatif est un échec et il faut rectifier le tir. Certains viennent nous dire qu'il faut conserver ce qui est en train de se faire. Il y a des améliorations, mais nous estimons que nous devons passer à autre chose. Ce sont ces propositions que nous sommes en train de formuler et je voudrais ici dire que les débats sont très ouverts. Ils sont très ouverts. Plusieurs personnes, les langues se délient. Des gens parlent librement et des propositions sont notées. Nous espérons qu'au sorti d'ici, les propositions que nous avons faites pour le système éducatif seront prises en compte afin que nous puissions construire l'homme camerounais qui pourra construire sa nation. Est-ce que vous pouvez partager avec nous deux principales propositions que vous avez faites dans le cadre de cette commission éducation? Il faut déjà dire que nous voulons qu'il y ait une harmonisation du système éducatif. Parce que nous avons dans le système éducatif deux sous-systèmes. Le système anglophone et le système francophone, le sous-système anglophone et le sous-système francophone. Et ce que nous demandons, c'est pour que nous puissions avoir un seul système de l'éducation et qu'on redéfinisse même la loi d'orientation. Voilà, si vous voulez, en quelques mots, ce que nous avons proposé pour l'instant. Parce que nous estimons que nous ne pouvons pas continuer non seulement à dépenser autant d'argent pour entretenir deux systèmes. Vous savez, il y a cette question de la langue qui revient. Parce que ici, nous avons un problème qui n'est plus un problème qui n'est plus secret, c'est le problème de l'identité camerounaise et qui se traduit ou alors qui se résout aussi à travers l'adoption d'une langue qui sera enseignée dans le système éducatif et qui sera, n'est-ce pas, utilisée et parlée par tous les Camerounais, où qu'ils soient. Donc voilà, si vous voulez, deux grandes propositions que nous avons formulées dans cette commission et nous espérons qu'à la sortie d'ici, elles seront retenues. Merci Serge Espoir Matomba, ancien candidat à l'élection présidentielle qui participe à la commission éducation ici au Grand Dialogue National. Un autre participant qui nous a rejoint, quelle est votre contribution aux différentes commissions qui sont en cours ici? Je suis dans la commission retour des réfugiés, et des déplacés. So, but I will answer your question in English and in French. Let me just answer it in French and then I go and answer it. So you have the floor. Yeah. No problem. Okay. Pour notre commission, nous avons essayé de... You can speak in English if you want, if you better to express yourself in English. Well, in our commission, we try to suggest, give our suggestions on how people who run away from their homes. Some living in the bushes, some living in Cameroon, some living out of Cameroon. How can we make sure they come back home? The first suggestion was that the war that sent them away should cease. That the government should send his soldiers in the barracks, and that those guys, those Amba boys, should deposit their arms. We also think that in order to make them come home, to have confidence, they should release all those who have been arrested on this matter. Because whenever somebody came from Nigeria to take part in our group, they asked him what are the conditions for them to come back. He said all of them are thinking that if they release the person for whom they ran away, the person for whom the war is going on, that is Ayuk Tabe, they will be able to come back. So we also suggested that there should be some kind of thorough statistics of all those who ran away, who are in Cameroon or out of Cameroon, so that they will be able to prepare their coming back, because schools have been destroyed, churches have been destroyed, homes have been destroyed. Merci pour cette suggestion que vous êtes en train de faire dans le cadre de la commission de réintégration des ex-combattants dans le cadre des groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous allons prendre également la réaction ici d'un éminent professeur, le prince Koumbandoumbe III, qui suit également les travaux en commission, qui apporte sa contribution. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans la commission éducation, qui est un axe important pour l'avenir du Cameroun, pour sortir de cette crise anglophone. Quelle est votre perception déjà des travaux de ce grand dialogue national? Bien, c'est-à-dire que, vous savez, il y a le problème qu'on dit anglophone et francophone. Et ce que je pense d'emblée, c'est que c'est même là le problème. Moi, je suis camerounais. Je ne suis pas anglophone, je ne suis pas francophone. Quand je parle avec
Chief Moukete, on ne parle pas anglais, on ne parle pas français, on parle douala. Quand je parle avec mes gens en Limbe, on ne parle pas anglais. Donc c'est un faux problème. Je sais que aujourd'hui le dire, on est peut-être minoritaire. Mais vous ne pouvez pas vous définir à partir de la colonisation. Vous, Africains, mais où on va là? On se définit à partir de 1919. On oublie même que le Cameroun était allemand avant. Si on veut se définir donc par rapport à la colonisation, alors qu'on commence en 1884, à ce moment-là, on sera germanophone, anglophone, francophone. Mais nous sommes des Camerounais et c'est ça le problème. À l'école, on ne vous apprend pas qu'est-ce que c'est qu'être Camerounais. Quelle est votre identité camerounaise, quelle est votre identité africaine. Et bon, on peut comprendre le processus, c'est-à-dire après la réunification, on peut comprendre ce qui s'est passé. Mais il faut dépasser le temps de dépasser ça parce qu'on voit même le genre de problème que ça pose. Mais les gens insistent, ils veulent avoir ces deux entités. Mais alors on va être formé comme un Anglais ou on va être formé comme un Français sur la terre africaine. Et vous ne comprenez pas que vous êtes en train de nourrir des conflits. Moi, je ne suis pas contre les langues européennes. Je les utilise tous les jours. J'utilise l'allemand, l'anglais, le français, même dans les livres que j'écris. Je n'ai pas de problème. Mais je maîtrise ma langue douala d'abord parce que c'est là où je prends mes racines profondes. Tu es Tchang, tu ne sais pas t'exprimer en Yemba. Et tu es très fort en anglais, tu es très fort en français. Tu es Fulbe, tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir les racines scientifiques Fulbe. Mais tu es fort en français, tu es fort en anglais, dans leur héritage. Mais on fait de vous des esclaves chez vous. Et vous vous battez même pour ça. Dans ce cas, quand vous faites ce diagnostic, professeur Commando B3, comment faut-il faire pour que le système éducatif contribue à sortir de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je sais que quand je parle aujourd'hui, je peux être minoritaire, n'est-ce pas? Parce qu'on est habitué déjà anglophone, francophone. Mais s'il vous plaît, rentrons dans l'histoire. C'est d'abord le noir qui a développé toutes les sciences dans le monde, avant que les blancs n'existent même. Je suis fatigué de ça. Le noir existe depuis 300 000 ans. La couleur blanche dépigmentée existe seulement depuis 10 000 ans. Et vous voulez me faire comprendre que c'est eux qui ont tout inventé? Quand on prend rien que les mathématiques, 77 000 ans avant Jésus-Christ, on avait déjà des formules qui font que la NASA prend aujourd'hui pour faire tourner les avions. Hein? Nos calculettes là, qu'on utilise aujourd'hui, les Africains au Congo avaient déjà inventé ça il y a 22 000 ans avant Jésus-Christ, avec ce qu'on appelle l'os du Shango. Donc, c'est ça qu'on doit apprendre à l'école. On doit apprendre aux enfants à l'école, que tu sois francophone, anglophone, que quand le blanc est venu ici, il a trouvé le krou, la monnaie camerounaise. Et qu'un krou camerounais valait 20 marques allemands. Les Allemands ont, comment on dit ça? Ils ont dévalué ça 3 fois, jusqu'à supprimer et maintenant imposer une monnaie européenne. C'est ça qu'on doit apprendre aux enfants. C'est notre héritage. La douane que vous avez à Douala, elle était organisée par écrit. Il y avait 5 douanes à Douala, de King Belk, King Aqua, King Daido et Lok Priso, enfin, et Daido. Et il y a des écrits, combien la douane rapportait chaque année, comment elle était organisée. Quand tu vas faire sciences éco ici, on ne t'apprend pas ça. Alors tu es anglophone, tu es francophone, bon Dieu, il faut arrêter ça. Donc vous proposez des réformes, des contenus, des programmes scolaires? Il faut absolument, et c'est urgent. La réforme, ce n'est pas seulement comment on peut améliorer le système francophone ou le système anglophone, mais nous devons devenir africains. L'identité africaine. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un groupe de recherche de 1981 à 1986. Nous avons parcouru tout le Cameroun, du nord au sud, et on a interrogé les vieux qui en 81 avaient 90 ans, 100 ans, 110 ans. Et nous sommes en train de publier ce que tous ces vieux ont dit. Sur l'éducation, vous savez que pour qu'on ait cette éducation-là, vous savez comment ça se passait? Papa Lambert de Limbe nous dit que quand les Blancs allemands sont venus, ils ont fait leur école. Si l'enfant n'allait pas là-bas, le pasteur allait prendre la police. Et ils allaient à la maison de l'enfant. Mais ce n'est pas pour chercher l'enfant. C'est pour chercher le papa, lui enlever
son pagne et lui administrait 25 coups devant l'enfant. À Yaoundé, ici, c'était pire, c'était 75 coups. Jusqu'à ce que l'enfant dise, je ne veux plus qu'on humilie mon père, je vais à l'école du blanc. Alors, est-ce qu'on apprend tout ça? Si on ne vous apprend pas tout ça, on vous dit seulement que vous êtes anglophone, vous êtes francophone. Je dis, non, il faut arrêter le massacre. Alors, comment garantir cette identité culturelle camerounaise? Comment la renforcer dans l'intégration nationale et permettre aux Camerounais du nord-ouest, du sud-ouest, des autres régions du pays de se sentir véritablement camerounais? Là, je crois que la recherche scientifique a déjà fourni beaucoup de résultats. Il faut que ces résultats entrent dans le système scolaire et dans le système universitaire. Il ne faut plus que ce soit tout ce que je vous dis là, je vous ai dit en quelques minutes, mais les Camerounais qui sont docteurs ne savent pas ça. Alors comment voulez-vous? Il faut que ça entre dans le système depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Merci Prince Koumandoumbé III, vous êtes professeur, éminent professeur et vous avez également maître de conférence, vous avez une fondation qui promeut la renaissance culturelle africaine et vous êtes ici comme l'un des participants et experts dans la commission éducation. Merci pour votre réaction. Merci beaucoup. Nous allons continuer à prendre d'autres réactions ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous sommes en direct sur Equinox Télévision, plateau spécial avec des réactions des participants. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes magistrat municipal, vous êtes dans l'une des commissions. Quelles sont les préoccupations que vous êtes venu poser ici? Oui, merci. Je suis d'abord pour vous dire que je suis tellement content pour être dans une commission qui est très importante. Et vous allez me permettre de bien m'exprimer en anglais. You have a floor. Yeah, thank you. This is a commission, decentralization and local development. This is the commission that has to solve most of the problems that we are talking here today. In fact, when we came here, we discovered that it was like a check given to us by the head of state. But it's like some people want a particular amount to be filled on this check, which is not going to be possible. Why? Because there are certain discussions which were supposed to be limited somehow. But I'm thanking God Almighty that people have been able to open up and we have been able to express our minds. I want to tell you, the head of state emphasized that this major national dialogue is called to resolve the problems in the northwest and southwest regions. And so we cannot come here. For example, one of my interventions in the hall, I said, we are talking about council resources, council human resources and financial resources. This is something that we have done in the first ever National Forum of Mayors, which held last February, organized by the President Minister of Decentralization and Local Development. We cannot come and be talking about the same things. Now let us talk about some of the problems that will resolve the problem back in the northwest and southwest region. That can permit us to go back freely to our homes. The boys are there listening and wanting to know exactly what is happening. And I'm happy that the deliberations are going towards solving some of these problems and then giving proposals on how this can best handle. I was very impressed, especially by former Minister Kamen Fumu, when he himself said and gave some directives on how this can be best handled. You remember even the Constitution of Cameroon, I forgot, if not Article 62, it should be Article 72 in the Constitution, which says that some special provisions can be given to certain regions or certain parts of the country to best operate depending on the circumstances on the field, which is the peculiar case of the Northwest and Southwest. Alors vous êtes l'un des maires dans ces régions du nord-ouest qui sont des régions aujourd'hui en guerre, nord-ouest et sud-ouest. Il y a des jeunes qui sont sortis de la forêt, qui se sont exprimés lors d'un point de presse qui a été donné il y a quelques heures seulement et qui demandent l'amnistie générale, qui attire l'attention du président de la République sur la nécessité de créer les conditions favorables à un retour à la paix. Comment vous appréciez cette sortie des jeunes ex-combattants des groupes armés? It's a wonderful initiative. Some of these boys, they have really testified their sufferings and what provoked them to go into the bushes. And if we don't effectively and fully address this situation, I bet you we're going to go back to certain things that will be even worse than what we are seeing. So our plea, that's why I said this commission, for example, if we had fully implemented decentralization, we would not have ever reached this level where we are today. And so the only solution now is to get concrete administrative measures. People have been talking about we don't want to have government delegate, we don't have to have appointed governors and so on. Those are some of those things that have to be taken properly into consideration so that tomorrow these boys will have come out, they should be able to tell their brothers in the bush that their coming out was very beneficial to the country and people have been able to take what they propose and so that the other people in the bushes can still come out and we continue to have the peace that we have been having in this country. Merci pour votre réaction ici sur ce plateau spécial consacré au grand dialogue national qui se poursuit, les travaux en commission ici
Et une autre réaction à suivre tout à l'heure, c'est le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka, intégré dans l'une des commissions. Bonjour. Bonjour Cédric. Comment ça s'est passé au départ de ce grand dialogue national? Vous avez eu des difficultés à vous retrouver dans l'une des commissions. Que s'est-il passé finalement? Disons qu'il y a eu des difficultés déjà pour que j'obtienne l'accréditation. Pourtant, ça avait été promis et c'est le deuxième jour que j'ai pu avoir mon badge, ce qui fait qu'à la première plénière, je n'ai pas pu y assister. Mais je suis allé d'abord dans la commission de réinsertion pour savoir exactement ce qui se passait. Et maintenant, je suis à la commission, n'est-ce pas, de la décentralisation. Parce que vous savez que la décentralisation est la clé de cette histoire. C'est la décentralisation qui nous a toujours été refusée depuis 28 ans. Et comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, n'est-ce pas, qui a été consacrée à la tripartite, mais qui n'a jamais pu être implémentée. Et nous nous rendons compte aujourd'hui, avec les débats, les différents débats que nous avons, que en fait, le véritable problème, c'est l'administration contre les élus locaux. C'est ça le véritable problème, c'est-à-dire l'État et les collectivités décentralisées. L'État ne veut rien lâcher, il parle mais quand vous entrez dans le fond, c'est la déconcentration, c'est-à-dire très loin de la décentralisation et encore beaucoup plus loin de la fédération. Nous regrettons tout simplement le fait que la manière dont les choses se font ne se font pas comme à la tripartite, c'est-à-dire que nous avons un bureau déjà formé, nous n'avons pas de résolution, nous n'avons que des recommandations. Et vous avez 2 minutes pour parler, alors qu'à la tripartite, on avait droit à 10 minutes. Donc je fais cette comparaison pour que nous nous apercevions que quand on a une opportunité de dialogue, il faut la saisir. Et maintenant, nous devons attendre que tout ce comité-là rédige le rapport final. Quand ils vont rédiger le rapport final, nous allons nous rendre s'ils ont tenu compte des discussions qui ont eu lieu. Si ce n'est pas le cas, nous ne tarderons pas à vous le dire. Nous ne tarderons pas à vous le dire parce que je crois que la recherche de la paix nécessite qu'il y ait beaucoup d'humilité, n'est-ce pas, et que les fonctionnaires quittent un peu leur manteau de ceux qui donnent des ordres. Parce que là, il s'agit d'un dialogue. Et nous constatons que les réflexes des fonctionnaires continuent. Alors, le chef de l'État, dans son discours le 10 septembre 2019, a indiqué que ce grand dialogue vise à répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et également répondre à d'autres questions d'intérêt national. Dans le cadre de la décentralisation, du moins la commission qui a été mise en place, que proposez-vous pour sortir des crises multiformes qui secouent le Cameroun? À partir du moment où le dialogue est fermé sur le fédéralisme de 10 régions, parce que c'est ce qu'ils ont proposé, nous sommes en train d'étudier comment faire pour qu'ils obtiennent au moins un statut particulier, parce qu'il faut qu'ils rentrent là-bas. Il faut qu'ils rentrent, parce que c'est eux, ils ont cru au dialogue. Et ils rentrent là-bas comment s'ils n'amènent pas quelque chose. Donc, pour le moment, rien n'est encore arrêté. Et on est en train de se battre pour qu'on puisse obtenir ne serait-ce qu'un statut particulier. Et moi, je pense qu'il faut lancer aussi un plan d'urgence communal participatif pour qu'au moins les communes aient des ressources qui puissent permettre un développement. Il faut qu'on enlève la tutelle. Il faut que ce problème de tutelle soit réglé parce que tant que le problème de la tutelle n'est pas réglé, on n'a pas de décentralisation. Et vous voyez, le budget doit être réparti, le budget de l'État. En France, c'est 70% pour les territoires décentralisés. Au Cameroun, c'est 3%. Il faut réajuster cela. Il faut arriver à 40% au moins pour que les populations ressentent quelque chose. Parce qu'entre le fédéralisme et la décentralisation, c'est toujours le bien-être des populations qui est recherché, c'est le développement à la base, c'est le développement dans les communes. Et je pense que si ça peut être apporté, ça peut résoudre le problème. Parce que les titres, fédération, décentralisation, régionalisation, c'est le contenu qui est important. Et dans le contenu, nous nous rendons compte que les populations sont très loin de leurs aspirations parce que les fonctionnaires continuent à leur marcher dessus et à confisquer tout ce qui est transmission, finance comme pouvoir. Merci Cyril Sambaka pour votre réaction. Vous êtes le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, participant ici à ce grand dialogue national. Nous allons prendre d'autres réactions, un éminent professeur qui vient de la diaspora et qui participe à ces travaux en commission. Bonjour. Bonjour Cédric. Alors,
quelle est votre contribution ici au grand dialogue national? Quels sont les points sur lesquels vous avez insisté dans le cadre de votre commission? J'appartiens à la commission diaspora. À ce niveau-là, nous avons abordé plusieurs thématiques. Nous avons insisté sur le statut juridique et institutionnel de la diaspora pour permettre à cette diaspora de contribuer d'abord déjà à résoudre la crise dans nos eaux et secondairement à contribuer durablement au développement du Cameroun. Parce que jusqu'à présent, la diaspora reste assez marginalisée. Et la diaspora la plus audible étant celle politique. On estime qu'il y a une diaspora intellectuelle, culturelle, artistique qui pourrait contribuer solidement et durablement au développement du Cameroun. Donc ces thématiques ont été abordées hier et en atelier aujourd'hui. Nous penchons sur le transfert du savoir et du savoir-faire de la diaspora et de façon à rentrer dans l'ancrage et contribuer solidement dans la durabilité au développement du Cameroun. Déjà, ce transfert de connaissances et du savoir-faire pourrait permettre à terme contribuer à résoudre certainement la crise dans le nord et le sud-ouest en créant notamment des entreprises par exemple qui permettraient de recruter les repentis de guerre, les réfugiés, etc. Donc ça c'est un volet. D'autres volets qui nous interpellent également, c'est la contribution de la diaspora à la construction d'une image forte du Cameroun, à la construction nationale, à travers son rayonnement international. Ça fait l'objet de débats, des suggestions très constructives. Et je pense que c'est de cette manière que nous pourrons apporter notre modeste contribution à ce dialogue et surtout à œuvrer, à retrouver des solutions efficaces pour sortir de cette crise sociopolitique qui sévit dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Je voudrais insister sur le volet institutionnel en disant que le souhait de la diaspora d'obtenir une double nationalité, que ce soit reconnu au Cameroun, est un point fondamental sur lequel nous avons beaucoup discuté et émis des suggestions en espérant que ce sera retenu comme recommandation. C'est un élément essentiel pour nous permettre de contribuer aisément, efficacement au développement socio-politique de notre pays. Comment l'accès à la double nationalité peut-il permettre à la diaspora camerounaise de contribuer davantage au développement du Cameroun? Bien sûr, vous savez, il y a à peu près 6 millions de Camerounais dans la diaspora aujourd'hui. Donc 5 millions très actifs. Imaginez-vous le flux financier que la diaspora fait rentrer au Cameroun, mais qui n'arrive pas suffisamment parce qu'il y a des contraintes, il y a des lois. On ne peut pas entreprendre un certain nombre d'investissements tant qu'on n'a pas la double nationalité. Il y a des contraintes juridiques, des contraintes institutionnelles qui ne permettent pas à la diaspora de se faire aisément. Je vais prendre un exemple simple. L'obtention d'un visa pour entrer dans notre pays n'est pas une chose facile. Même si il faut reconnaître que les autorités diplomatiques ont pris des mesures pour faciliter l'obtention de visas. Mais ça constitue un frein terrible à l'accès au développement par la diaspora. Autre point essentiel, les investisseurs. Aujourd'hui, il y a une avalanche de Camerounais, diplômés, des hommes, chefs d'entreprise qui dirigent des grandes entreprises aux États-Unis, en Europe, qui sont capables d'implémenter les mêmes entreprises ici, en raison de la contrainte de la diaspora. Je vous en prie, il faut préciser que le Premier ministre est en train d'arriver ici au Palais des Congrès de Yaoundé pour la suite des travaux en commission. Le Premier ministre qui a reçu en matinée Jean-Jacques Ekindi qui au départ avec claqué la porte et qui est revenu après avoir obtenu les assurances du chef du gouvernement, coordonnateur national du mouvement progressiste. Et vous pourrez le suivre également sur ce plateau spécial d'Equinox Télévision. Nous continuons avec vous concernant les contributions de la diaspora, les points importants concernant la double nationalité et les freins en raison de la non-existence de cette double nationalité pour les Camerounais de la diaspora. Effectivement, vous savez, la non-existence de cette double nationalité constitue un frein majeur. Sur le plan économique, les experts, l'élite de la diaspora économique, intellectuelle, ne peut pas facilement, n'arrive pas à s'investir durablement dans la vie politique du pays. Un autre point important, c'est que, par exemple, au décours de cette, comme conséquence de cette double nationalité, la mise en place d'un conseil, un conseil de la diaspora, qui permettrait à cette diaspora d'agir, d'intervenir au Cameroun de façon concertée et d'implémenter les projets dans le respect des lois et des règlements du Cameroun. Voyez-vous? Et un autre aspect, c'est qu'on l'a vu au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Nigeria à côté, en Inde.
l'implication, le principe de double nationalité a permis à ces pays de booster leur économie, pour lesquels la diaspora conçut un pouvoir fondamental. Il est quasiment impossible aujourd'hui pour un Camerounais de la diaspora de participer à la vie parlementaire de notre pays. Pourtant, s'il existait des parlementaires, des sénateurs camerounais de l'étranger, des députés camerounais de l'étranger, ils seront des porte-parole auprès de notre population. Prenons l'exemple de la crise qui sévit dans la région nord-ouest sud-ouest. Le financement vient majoritairement d'une partie de la diaspora camerounaise. Or, l'implication de notre diaspora, le principe de cette double nationalité peut donner confiance aux gens et permettre à beaucoup d'entre nous de parler à nos frères, d'échanger, de dialoguer et de prôner, de vivre ensemble l'international sur la base d'exemples concis. Il y en a qui ne peuvent jamais arriver au Cameroun, faute de cette possibilité de double nationalité. Ça aiderait à détendre dans nos affaires sociopolitiques et à booster le développement. Merci pour votre analyse concernant la commission Diaspora, qui est l'une des plus suivies également ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Notre participant à la commission décentralisation, qui est un participant d'expression anglaise, qui va donner son point de vue sur les travaux en cours. Bonjour, quelle est votre contribution depuis que les travaux ont démarré? However, I'm from Northwest. Mr. Shewa from Donga Mountain, Akko precisely. Actually, we are on the Commission of Decentralization, and that is the main commission that will bring out what is necessary that will return peace in Cameroon. And my contribution as somebody from the crisis zone, because I know that the head of state has given this forum that let the crisis of Northwest and Southwest be resolved. And to my greatest surprise, that on going there, some people are like thinking that all the analysis that they have been giving there will bring perfect peace in my region. But I told them, and as others, 70% in the commission, they have all agreed that federalism is the best option, because our brothers, the separatists, before they came up, they were talking on federalism. And we were talking of federalism, and we were talking of two-state federation. And I don't see the problem if we live as one under federation. Because with federation, I think that every citizen will be able to manage his or her resources and be able to bring up development in their own area. So in this commission, as of now, I think I'm happy, because even our brothers from the other regions, that the Francophones, they have supported that. Let the scope of the decentralization be transformed to federalism, because we are to solve a problem. We are not here to impose what will not bring peace. So decentralization can never bring anything. And we said, and as I'm saying, decentralization is a good form of estates, but the government of Cameroon has failed to implement it. And when some of them were talking there, they are like blaming the head of state. But I told them, the head of state has nothing to be blamed. Decentralization was adopted in 1996. This is 23 years. And I said, is the minister, us, who are, because of our egoism, short of our personal interest, we don't want to implement it. It's now that they are pressurizing to put it. How will it, even if they are doing whatsoever, those boys can never accept. So we are here to defend that let peace will return in our region. If I think with the proposal of head of states on decentralization, it is not a problem. It is a good form. But I think the minister has failed to implement it, because some of them do not want to send powers to the local level, and all the resources distributed are not equal, and some villages or some councils do not have the same resources like other councils in the cities. So that bring up this shot that actually caused many youths from other like remote area, like in Northwest and Southwest, who are jobless, having anything to do, they are forced to go on the bush because they are jobless. And that's why we and some are saying there have been marginalization. The marginalization came because the ministers, the collaborators of the head of states,
they were not ready, and they are not ready to implement the decentralization. That's why as of now, what can bring peace in the region and in our regions should be two-state federation, which I think will still live as one. I don't see any problem in it. Merci. Chers camarades, Oui. j'aimerais dire ici, je suis dans la commission de la décentralisation. Je suis vraiment très très content parce que nos frères et nos sœurs d'autres régions qui sont les francophones, ils ont défendu que le chef d'État a donné cette opportunité, cette occasion, qu'on doit résoudre la crise des anglophones. Et dans la salle, nous tous les anglophones, malgré votre parti politique, nous tous, nous parlons qu'avec le fédéralisme, c'est possible que toutes choses doivent revenir à normal. Le chef d'État avait donné l'occasion à ses collaborateurs d'imprimer ou d'exécuter la décentralisation. Mais ils ont échoué parce qu'ils ont égoïsme. Et j'aimerais que chef d'État, parce qu'on sait que ce qu'on est en train de dire dans la salle, ce n'est pas tout on va lui donner. C'est qu'on ne lui dit pas la vérité. Et moi je sais que si il me regarde, mais il faut qu'il doive écouter bien que il a une forme et il a un projet. Il avait un agenda qui est la décentralisation. Mais cela ne va pas aller tout droit parce qu'il y a des problèmes sur le terrain. Avec le fédéralisme, ça va apporter la paix. Votre contribution a été bien comprise dans le cadre de la commission décentralisation. Vous venez de suivre les différents participants à ce grand dialogue national qui ont partagé leur point de vue après la troisième journée du grand dialogue, la deuxième, dans le cadre des travaux en commission. Et pour faire le point avec David Eboutou, ici sur ce plateau spécial du grand dialogue national, vous avez suivi les différents avis qui émergent jusqu'ici, David Eboutou, notamment dans la commission qui cristallise l'intérêt des participants, commission de décentralisation, où le point de vue de la nécessité d'une plus grande autonomie des régions se pose avec acuité. Les débats deviennent de plus en plus intéressants ici. Et c'est le lieu pour moi de remarquer qu'il y a des diversités au niveau justement des prises de position. Et on voit très bien qu'il y a un discours qui revient, à savoir qu'il est important de redéfinir ou de remodeler même l'intitulé de la commission qui porte le nom de la décentralisation et du développement local. Certains, en matinée, ont proposé que l'on alla dans le sens de baptiser cette commission-là réforme de l'État ou forme de l'État. Cela aurait ouvert un champ plus large aux participants, notamment aux acteurs qui participent dans cette commission-là, pour leur permettre de déployer leurs arguments. On a l'impression qu'en gardant l'intitulé en la forme, les organisateurs ont déjà choisi leur camp, leur point de vue, qu'ils sont simplement venus soutenir ou alors dans une espèce de théâtralisation, venus défendre leur point de vue pour simplement l'entériner en adoubant un certain nombre d'acteurs. Donc, je crois qu'avec la qualité des débats qu'on a eus ici, avec le niveau d'appréciation technique qu'on a vu les uns et les autres émettre aujourd'hui pour défendre les différentes formes alternatives d'État proposées ici, il est important que cette commission qui est devenue la commission qui charrie davantage toutes les attentions ici, que ceux qui constituent le bureau ou alors l'ossature du bureau de cette commission-là prennent la mesure de tout l'enjeu, notamment des attentes des Camerounais, parce qu'au-delà du jeu, il y a bien l'enjeu qui part de ce qu'aujourd'hui les Camerounais ont besoin de changements. Et ces changements-là, justement, à mon avis, se cristallisent aujourd'hui à travers cette commission qui attire de plus en plus beaucoup de monde. Vous avez suivi tout à l'heure avec les différents intervenants, il y a des gens qui partent d'autres commissions pour aller rejoindre la commission décentralisation, parce qu'au final, c'est là-bas que pourrait se jouer un certain avenir, c'est là-bas que pourrait se jouer une certaine détermination à aller vers l'impact qu'on voudrait donner à la forme de l'État qu'on escompte. Il y a également la réaction de ces jeunes ex-combattants à des groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont intervenus durant le point de presse du porte-parole du Grand Dialogue National, qui ont attiré l'attention du pouvoir du président de la République sur l'enjeu d'une amnistie générale en faveur de ces groupes armés et de tous les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Que pensez-vous de cette sortie ? C'est l'une des annonces majeures de ce jour. On a très bien vu que
ces jeunes-là qu'on a écoutés tout à l'heure étaient en train de se concerter depuis le matin. On les a suivis dans les coulisses, vos caméras les ont suivis de part et d'autre, où ils se concertaient parce qu'ils estimaient, au-delà de la déclaration officielle, que leur présence ici devrait être déterminante pour la suite, notamment le retour de la paix dans les régions concernées, notamment le nord-ouest, le sud-ouest. Donc, avec cette déclaration-là, cela rentre même dans leur logique ou alors le postulat qu'ils sont venus défendre, à savoir que oui, ils ont fait un pas pour la paix, ils sont sortis des forêts, ils sont sortis du bois, ils ont accepté venir témoigner ici, ils ont accepté saisir la main des gouvernants, des autorités, des organisateurs de ce grand dialogue national. Et aujourd'hui, ils estiment qu'ils sont simplement des porte-parole de ceux qui sont encore à l'arrière, qui ne veulent pas encore saisir cette main-là ou qui ne l'ont pas encore saisie. Et c'est en cela qu'ils invitent les organisateurs, notamment ceux qui seront appelés à entériner les décisions de façon opérationnelle qui seront émises ici, à penser à ceux des leurs qui sont aujourd'hui embastillés. Nous pensons à des leaders comme Mancho BBC, Général Ngalim, Penterens et autres qui sont détenus à la prison centrale de Yaoundé. Il y a Ayoub Tabé et notamment son gouvernement virtuel de l'Ambazonie qui sont détenus du côté de la prison principale de Yaoundé. Tous ces gens-là, c'est au moins 200 à 300 prisonniers anglophones qui sont aujourd'hui dans nos geôles et ils pensent, ces jeunes-là, que c'est important aujourd'hui pour aller dans le cadre du désenlisement, de la décrispation de l'atmosphère politique, qu'on libère comme préalable ces gens-là pour qu'effectivement ils voient la bonne volonté du gouvernement. Mais au-delà également, on a cru entendre dans les propos de ces jeunes-là le fait qu'il y a également d'autres prisonniers aujourd'hui qui pourraient bénéficier de cette mesure-là, qui font partie de ceux qui ont contribué à crisper ou alors à enliser la situation et l'atmosphère politique actuelle au Cameroun. Nous pensons aux prisonniers politiques qui ont été arrêtés à la suite des grandes marches pacifiques du 26 janvier dernier, le professeur Maurice Kamto, ses alliés et bon nombre de ses militants. Il y a également, et peut-être on ne le dit pas assez, il y a ici des groupuscules qui accompagnent ces individus-là à mettre en avant le fait de la libération de certains prisonniers politiques qui sont ici sous le coup, qui sont en prison sous le coup de l'opération Épervier, qui viennent des aires culturelles assez importantes et dont certains de leurs estiment qu'ils ont certainement payé le prix et qu'aujourd'hui il est temps que cela soit libéré par le président de la République. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, c'est des mesures importantes à prendre, que nous estimons qu'elles sont nécessaires, qu'elles soient dites et qui pourraient être simplement prises ou portées par l'autorité finale, à savoir l'hégémon qui a convoqué ce dialogue national, le président de la République, qui pourrait les entériner de façon opérationnelle en annonçant d'autres grandes mesures. Vous avez suivi quelqu'un comme Hilaire Zipan, tantôt vous rappelez que en ce qui concerne l'enjeu au niveau de la commission de la décentralisation, il y a des mesures qu'ils escomptent, en l'occurrence celle d'un vaste gouvernement d'union nationale qui pourrait arriver, celle des réformes institutionnelles, etc., etc. Effectivement, tout ceci fait partie des vœux qui aujourd'hui sont simplement entérinés au travers des propositions, mais l'option finale reste le fait que c'est le président de la République qui devra au final décider de quelle mesure est bien pour nous, laquelle est telle ou autre mesure n'est pas bonne pour nous. Notre vœu ici, justement, c'est de savoir et de rappeler que cette occasion est inédite. Elle est et c'est pas pour rien, et nous imaginons que c'est à dessein que le président de la République l'a baptisé Grand Dialogue National, parce qu'à côté de Grand Dialogue National, nous imaginons qu'il y a eu, en termes de préalable, des petits dialogues nationaux, ou alors il y aura des petits dialogues nationaux à côté du Grand Dialogue National qui se joue à l'heure, parce que c'est un vaste espace où tout le monde voit, c'est un monde de vision, tout le monde peut venir, en fait, il y a eu de façon sélective des gens qui ont été sélectionnés pour être là, pour contribuer intellectuellement avec des idées. Mais à côté, il faut bien vous dire qu'il y a des attaches informelles, il y a une diplomatie de couloir qui s'active, qui se mène et qui pourrait être déterminante dans la suite, de manière à ce que effectivement on se retrouve à la fin avec des gens qui comprendraient qu'il y a eu une bonne volonté quelque part. Et quand je parle de bonne volonté quelque part, je parle de ces grandes mesures que je citais tantôt, à savoir que beaucoup de gens attendent que les prisons soient vidées au travers de ces personnalités que nous citions tantôt. Beaucoup attendent effectivement qu'il y ait un certain nombre de réformes, beaucoup attendent qu'il y ait un élargissement en termes de débats sur la forme de l'État. Donc toutes ces mesures-là sont attendues et j'imagine qu'au lendemain de ce grand dialogue national, il y aura des mesures qui pourraient, à mon avis, venir donner du tort à ceux qui ont refusé de prendre part à cette initiative convoquée par le président de la République.
les travaux qui se poursuivent en commission dans le cadre de ce grand dialogue national. Ici au Palais des Congrès de Yaoundé, vous avez suivi que le Premier ministre a discuté avec l'un des dissidents qui est Jean-Jacques Ekindi, qui avait claqué la porte et qui est revenu en commission pour poursuivre les travaux après avoir obtenu des garanties de la part du Premier ministre. Ce soir également, le chef du gouvernement doit rencontrer le chairman du SDF, John Frondi, afin de décrisper l'atmosphère ici au Grand Dialogue National avec les appréhensions du SDF concernant la tenue des travaux en commission, concernant la formulation des propositions faites jusqu'ici et le recadrage souvent mal perçu de certains participants aux différentes commissions qui ont été créées dans le cadre de ce Grand Dialogue National. Nous vous permettrons de suivre les grands moments de cet événement historique pour l'avenir sociopolitique du Cameroun, ici en direct du Palais des Congrès de Yaoundé.